Qu'est-ce que vous attendez? Bougez pas. Si c'est mon fils, il se débrouillera tout seul. Mais si c'est le mien, ils vont prendre plein la gueule. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Je n'ai jamais été aussi embêté, je crois, en 163 ou 164 vidéos maintenant que je vous propose sur ma chaîne, que pour celle-ci. Pour une raison très simple, il existe extrêmement peu d'anecdotes sur les compères. Alors, Dupéret, c'est sur... elle a joué avec Depardieu sur un de vos films, c'était dans Les Compères, non? Dans Les Compères, qu'ils étaient ouais. ensemble. Ouais, bien ça sûr. s'est mal passé entre eux sur le Mais tournage? pas du tout, mais c'est pas le même Depardieu. Ah, Le DVD n'a aucun making-of. Le livre que j'ai sur Francis Weber nous donne 2 anecdotes de tournage, pas plus. Pour le reste, il y a que chi là-dedans. C'est pas le même Depardieu. En fait, Gérard est un type qui s'est tapé sur la tête avec la bouffe, avec l'alcool, d'une façon dramatique. J'ai un autre bouquin sur les tournages difficiles ou avec des anecdotes sympas. Autant il y a du Weber là-dedans et du Pierre Richard, mais ça n'est pas les compères. Les compères, a priori, c'est un tournage tranquille, ce qui m'arrange pas. Alors Weber est beaucoup interviewé sur YouTube, entre autres par son propre fils, et je regarde beaucoup ses interviews pour essayer de capter quelques anecdotes. Mais autant il y en a une sur la chèvre et autant il parle beaucoup des fugitifs, autant les compères, on dirait que c'était un tournage vraiment tranquille. Mais je suis allé récemment dans un restaurant et Gérard, qui a quand même eu un quadruple pontage, qui pèse 150 kilos, était assis devant un pied de cochon qui dépassait des 2 côtés de la table comme ça. c'est Obélix. Les seules choses qu'on a pu apprendre dans ces interviews, c'est que, effectivement, Depardieu commençait déjà à bien manger comme un ogre, à picoler aussi. C'est Obélix, mais enfin quand vous Moi, je avez... l'ai vu manger une entrecôte en 2 bouchées, je vous jure. Ah, écoutez, Elle est arrivée large comme ça, il l'a coupée en 2, il a pris un morceau. attendez, mais j'ai mieux que ça, j'ai mieux que ça. Tu parles d'un scoop, que le duo Pierre Richard, Gérard Depardieu, Francis Weber ont passé le tournage des compères à Nice dans une maison tous les 3, et c'est Depardieu qui s'occupait des menus. Je pense que vous êtes content de l'apprendre, mais c'est pas l'info du siècle. Je peux aussi vous dire que Patrick Bruel avait auditionné pour le rôle du fils, mais il n'a pas été retenu parce que trop nonchalant durant les essais. Il sera pris plus tard dans le Jaguar d'ailleurs. Et voilà les seules anecdotes que j'ai trouvées sur les compères. J'ai fait les championnats militaires de boxe. T'es mal tombé, mon pote. Et donc vous avez dû pointer du doigt le problème que j'ai rencontré. Je ne conçois pas de vous proposer une vidéo qui ne soit pas riche au moins en contenu. Les vidéos que je fais sur Nienko TV, elles sont travaillées au moins au niveau des recherches pour que je puisse vous proposer une parfaite synthèse, des making-of, des interviews, des articles que je trouve sur les magazines spécialisés ou d'Internet, Wikipédia entre autres. Je l'avoue, il n'y a aucun mal à ça, même si je vérifie toujours toutes les infos que je trouve. Le personnage, lui, il fait rire, mais il fait rire, mais parce qu'il n'est pas drôle en fait, parce qu'il est, il est très dépressif, il est très malheureux, il a toujours la larme aux yeux, ça l'énerve. Cette partie-là, c'est la partie 1 de chaque vidéo. La partie tournage, celle que vous préférez, parce que c'est celle où vous me faites confiance et où je suis plus qu'heureux de vous donner des infos que tout le monde ne connaîtrait pas, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se prendre la tête à lire tous les bouquins qui passent, ou tous les making-of, et moi j'essaie de le faire de façon ludique, pour que ceux qui ne connaissent pas se rattrapent. C'est la vocation première de ma chaîne. Gérard dans les films, c'est un type avec des gros bras, très puissant, alors qu'en fait c'est une femme dans la vie. Voilà. C'est mon mari. Et comme je ne conçois pas de faire simplement une vidéo juste pour vous dire Coucou, c'est moi. Oh merde. De toute façon, j'ai du verre blanc, ça porte chance. le film il est top, voici quelques extraits, prenez soin de vous, à la semaine prochaine et à bientôt, c'est pas moi ça. Donc j'ai dû me creuser la tête pour trouver une vidéo que je trouve qualitativement acceptable, et j'ai trouvé. Merde, la BM. Dans un premier temps, j'avais hésité à parler et des compères et des fugitifs en une seule vidéo, mais ça m'aurait saoulé de sous-évaluer, de sous-estimer la place des compères dans cette trilogie et de me concentrer davantage sur les fugitifs, alors que les 3 se complètent parfaitement. Et c'est là où j'ai eu le tilt. Oui, cette vidéo va être consacrée aux compères principalement, mais on va concentrer cette première partie de vidéo sur l'esprit des trilogies d'une manière générale, en quoi les compères a parfaitement joué son rôle d'opus numéro 2 sur 3, le numéro 2 qui a toujours un rôle très précis et particulier à jouer par rapport au premier et au troisième, en prenant d'autres exemples de trilogies et en les comparant à celles de la chèvre, des compères et des fugitifs, des trilogies dont on a souvent parlé sur Nienko TV d'ailleurs. Ça sera l'occasion de faire un petit retour en arrière. Un mode d'emploi de la trilogie parfaite en somme qui fonctionne quasiment à chaque fois. Et en deuxième partie, on parlera du film en lui-même comme d'habitude avec une petite critique personnelle, un retour sur les meilleurs moments du film, etc. La différence entre la vérole et une hirondelle. Vas-y. Essayons d'attraper une hirondelle.
Ainsi, je pense que cette vidéo sera satisfaisante et suffisamment travaillée pour que je puisse vous la présenter. Donc, première partie, les trilogies d'une manière générale, aussi bien internationales que françaises, en quoi elles suivent toutes le même schéma que les Fugitifs, les Compères et la Chèvre ont suivi aussi, ce qui est plus rare pour une trilogie française. Et c'est pour ça qu'on va creuser ce sujet-là. Et en deuxième partie, on parlera du film, rien que du film, si le programme vous convient. Si la vidéo vous convient et que vous vous rendez compte qu'elle vous plaît en cours de route, n'oubliez pas d'interagir avec elle pour montrer à YouTube que la vidéo vous plaît. Ça passe par un petit like, ça passe par un commentaire. Et si vous savez pas quoi dire, vous avez juste à dire... Cric-crac, on passe à la terre. C'est nous qu'on gagnera. Et vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que YouTube détecte aussi quand vous appuyez sur le bouton « Partager ». Merci à vous. On est parti pour la première partie de la vidéo, les trilogies, mode d'emploi. Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Raffard. Mais il a combien de pères, ce gosse? Comment? Ah oui, je comprends. Non, non. Le père que vous avez vu n'est pas le vrai père. Le vrai papa, le papa qui a procréé l'enfant, c'est moi. Quand j'ai créé Nienko TV, à la base, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, qu'est-ce que le temps passe vite, j'avais envie de ne parler exclusivement que de trilogie, de quadrilogie ou de saga. Et j'ai commencé avec celles que je préférais, les Dents de la Mer, les Star Wars, les Terminator, les Retours vers le futur. Ces vidéos sont d'ailleurs toutes disponibles sur ma chaîne, si vous les cherchez dans les playlists internationales. Et pourquoi j'avais envie de faire ça? Parce que j'adorais analyser qu'est-ce que les films ont apporté les uns par rapport aux autres au sein d'une même licence. Depuis, on a dérivé, on s'est concentré sur le cinéma français parce que c'était une identité et même un refuge, comme disent certains, pour tous ceux qui sont passionnés par le cinéma d'antan, beaucoup plus que par le cinéma actuel, en tout cas le cinéma français. Mais le mode d'emploi dont je vais vous parler s'applique autant à ces trilogies que j'ai citées qu'aux trilogies françaises, les Fantomas, les Taxis, ou celles dont on va parler aujourd'hui. Je voulais montrer qu'il y avait un certain cycle qui se répétait, peu importe la trilogie, peu importe l'esprit, peu importe si les films se suivent directement ou pas, à chaque fois, c'est le même fonctionnement. Stop! Le premier film de chaque trilogie, c'est pas forcément un film qui était prévu pour devenir une trilogie, parce qu'on ne sait pas forcément si ça va fonctionner. Donc le premier film a toujours vocation à être complet et autosuffisant. Star Wars épisode 4, le premier, se suffit à lui-même. On a une fin, le méchant potentiellement perdu. On laisse juste une petite fenêtre de sortie avec Dark Vador qui est toujours vivant. Contrairement au numéro 2 de la trilogie, l'Empire contre-attaque, plus spectaculaire, mais avec une fin qui appelle un film juste après. On ne peut pas quitter Star Wars sur la fin de l'épisode 5, ce n'est pas possible. Le premier retour vers le futur se suffit à lui-même. La fin ouverte où il partirait vers le futur, c'était un gag des scénaristes et réalisateurs qui avaient envie de faire une petite blague pour finir, mais ils n'avaient jamais prévu de faire le 2 et le 3. Retour vers le futur 2, ça a mis 4 ans pour qu'on le voit arriver. Et le numéro 2, dès qu'il y a de l'action, comme dans Die Hard aussi, la vocation est de faire 2 fois plus que le premier, pour ne pas souffrir de la comparaison, parce que comme le premier a marché, on a une garantie potentielle de faire un numéro 3 derrière, ce qui fait que dans le 2, on se lâche plus. We fight. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. Ça s'applique aux films d'horreur. Regardez la trilogie de David Gordon Green, Halloween. Halloween Kills, Halloween Ends. Si, je commence encore à sautiller. Faut que j'arrête de faire ça. Pourquoi il saute comme ça? Le premier Halloween est relativement sobre et presque trop copié du vrai premier Halloween, mais le Halloween Kills, c'est une boucherie. Mais comme Halloween Kills et Halloween Ends devaient se suivre, on pouvait se lâcher sur numéro 2 pour être plus violent et plus gore, parce que le numéro 3 allait pouvoir être différent, plus posé et plus lent. C'est parce que le 2 a ce parti pris que le 3 peut avoir ce parti pris. Et quand on parle de numéro 3, peu importe la trilogie, le numéro 3 a vocation à proposer une conclusion. Et pour faire une conclusion, il est important souvent de revenir à l'esprit du premier et non pas du deuxième. Que ce soit Star Wars, le retour du Jedi, on a le même cycle que l'épisode 4. C'est la même structure dans l'épisode. Mais comme le 2 en faisait 2 fois plus, le 3 ne doit pas faire 2 fois plus que le 2 qui en faisait 2 fois plus. Sinon, ça n'a plus aucun sens et on n'est plus du tout dans la justesse. C'est pour ça que le 3 est souvent, en termes d'intensité, entre le 1 et entre le 2. Réfléchis
Réfléchis bien. C'est à ton tour de gueuler, pauvre allô. Si on peut parler encore de films d'horreur, on peut parler des Scream. Le Scream 2 propose 2 fois plus de victimes que le 1, mais jamais le 3 n'a voulu faire 2 fois plus de victimes que dans le 2, qui avait déjà fait 2 fois plus que dans le 1. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Le 3 est plus calme, il y a moins de victimes, et il est presque drôle d'ailleurs. En tout cas, il propose quelque chose de différent. Comme les Superman d'ailleurs. Superman 1, Superman 2, le 2 est plus spectaculaire parce que t'as des Kryptoniens qui débarquent sur Terre et que t'as une baston à l'échelle planétaire, mais le Superman 3 ne pouvait pas faire mieux que ça dans cette action-là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la comédie. Il l'a pas très bien fait. Il l'a même pas bien fait du tout. Mais ça fonctionne, ça s'adapte à chaque fois dans les trilogies, c'est le même raisonnement. Que faire du numéro 3? Jeanne, faut peut-être mieux la laisser dormir. Par rapport au numéro 2. Les Aliens, c'est pareil. Le premier est un film d'horreur, le deuxième est un film d'action, science-fiction, super bourrin mais super intense. Et c'est parce que le 2 a été loin dans cette direction-là que le 3 peut être beaucoup plus dramatique et revenir au rythme du premier. Mais si le 2 n'était pas passé par là, le Alien 3 n'aurait aucun sens non plus. Donc on a ce schéma qui revient perpétuellement. Le 1 se suffit à lui-même, il est complet et équilibré. La chèvre, c'est le cas. Il est à la fois drôle et à la fois touchant. Quand Pierre Richard demande à Depardieu, très sincèrement, est-ce qu'il ferait un bon détective, et que Depardieu sait pertinemment que non, mais qu'il lui dit oui, il lui ment pour pas lui faire de mal. C'est très sincère et très bien joué et très beau cette scène-là. Donc la chèvre, même dans la musique d'ailleurs, cette musique culte a quelque chose de triste, de mélancolique. Et la scène où Pierre Richard découvre qu'on l'a utilisé comme un pion, où il se rend compte que son monde s'écroule et qu'on s'est foutu de lui, c'est très touchant. Et pourtant la chèvre est drôle. Donc c'est un parfait équilibre entre film comique, avec parfois des moments sincères et tendres. Le deuxième a vocation à aller plus loin dans le rythme et dans l'action, ce qui est le cas des Compères, qui se transforme en film policier par moments. Comme au cinéma, non? Et qui est beaucoup plus drôle et qui a beaucoup plus de gags. Ça se sent dès la musique. Parce qu'encore une fois, la musique de Vladimir Cosma, qui fait les 3 musiques des 3 films, est beaucoup plus enjouée, et tu comprends dès le générique du début que l'ambiance ne va pas être tout à fait la même. Ça fait des mois que je pleure. J'emmerde tout le monde avec ça, et pour une fois qu'on me demande... Et le troisième va revenir un peu aux fondamentaux du 1, en allant souvent plus loin sur le côté sensible. Dans Retour vers le futur 3, c'est le cas, parce que c'est un film quasiment romantique à un moment donné. Et dans Les Fugitifs, le troisième est le film le moins drôle des 3, mais le plus touchant. Si on se recentre sur le cinéma français, qui est quand même le sujet principal de ma chaîne, prenons Les Fantomas, dont on a déjà parlé. Le premier est un film qui s'autosuffit. C'est un film d'aventure, d'action et de comédie dans un savoureux cocktail. Le deuxième Fantomas va plus loin dans chaque gamme. Il va plus loin dans l'action, il y a carrément un saut en parachute à la fin. Il va aussi plus loin dans le comique parce que De Funès, il est incroyable. Mais quand tu fais Fantomas contre Scotland Yard, ils ont abandonné volontairement ce côté James Bond parce qu'ils avaient atteint un sommet en termes de James Bond-like, de James Bond bis, qui ne pouvait pas resurpasser une troisième fois. C'était pas possible. Donc le troisième est plus un huis clos horrifique parfois, et il a son identité propre. Il faut que votre petit doigt touche. Mais avec la volonté de refaire un peu plus peur comme le premier. Ça fonctionne toujours ce mode d'emploi. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Si on parle des taxis, à l'époque où c'était considéré comme une trilogie,
Le premier est autosuffisant, il a une fin positive pour tout le monde, fin qui est ignorée dans Taxi 2 d'ailleurs, mais Taxi 2 va plus vite, il y a plus de scènes d'action, il est plus rapide. Mais Taxi 3 ne pouvait pas aller encore 2 fois plus vite que le 2. C'est ce qu'on aurait voulu voir d'ailleurs, on a tous été déçus parce que le 3 est plus orienté comédie et la voiture et le taxi sont quasiment mis au second plan. Et plus ça va aller, plus ce sera le cas. Mais le 3, encore une fois, avait envie de ralentir et de proposer autre chose, de plus posé. Moi, je serais toi, je ferais pas ça. Ça va, j'en ai pour 5 minutes. Putain, faut toujours qu'il en fasse qu'à sa tête. Si on parlait des campings, le 1, je trouve, s'autosuffit et il n'y avait pas besoin d'en faire d'autres d'ailleurs. C'est un film qui est aussi drôle et très sincère, parce que Patrick Chirac, je trouve que le personnage est très touchant. Mais dans le 2, ça devient une caricature du premier avec que des gags et le film n'a plus rien, absolument plus rien de touchant. Et le 3 l'a très mal fait, mais le rythme est beaucoup plus lent et ils essaient de retrouver la nostalgie des débuts, notamment parce qu'ils ont tous vieilli. Tu bossais dans quoi? À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard, ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison. La méthode s'applique à Camping, mais le résultat, je trouve, est beaucoup moins là. Et donc, pour appliquer cette théorie, ce mode d'emploi à la trilogie qui nous concerne aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans la vidéo, j'ai un petit peu mangé la feuille de match, mais on a La Chèvre, qui est encore une fois un film autosuffisant, aussi drôle que touchant. Les Compères, le film d'aujourd'hui, est 100% axé comique et action beaucoup plus rythmée, mais va délaisser ce côté touchant. Et le troisième, cette histoire presque d'amour entre Depardieu et ce père et sa fille complètement perdus, tout l'esprit du film se concentre sur ce trio-là et leur relation. Et il y a beaucoup moins de prétextes à des gags, c'est beaucoup plus sérieux. Pourtant, j'aime les trois. Et en fait, ça ne sert à rien de se dire quel est le meilleur des trois, parce que les trois jouent un rôle. Le premier, on peut estimer que c'est le meilleur parce qu'il est plus complet, mais quelque part, il peut aller moins loin, à la fois dans le comique et dans le mélo, parce qu'il est obligé d'équilibrer les deux. Le deuxième va carrément prendre la moitié de l'esprit du premier, mais le développer à fond. Et le troisième va prendre l'esprit sensible du premier qu'on a à peine vu et va le développer à fond. Donc ça ne sert à rien de choisir quel est le préféré. Le premier est équilibré, le deuxième est le plus drôle, le troisième est le plus sensible, et il faut regarder les trois. Chacun fait son boulot. Alors on creusera davantage Les Fugitifs dans une vidéo future, qui est déjà programmée, et là on va se concentrer sur le film Les Compères, maintenant que je vous ai donné mon point de vue sur en quoi cette trilogie française reste parfaite, autant que celle des Fantomas, voire plus. On peut parler maintenant pleinement du film Les Compères et des meilleurs moments du film. On est parti pour la partie 2. Mon fils! Ce qui marche formidablement bien dans Les Compères, c'est son scénario, qui a d'ailleurs été nominé au César, mais Weber a vu passer le trophée encore une fois sous son nez. Mais cette histoire de femme mariée qui demande à deux anciens amants de retrouver son fils qui a fait une fugue en leur faisant croire chacun séparément que c'est eux le père, et que ces deux personnages ont besoin de cette paternité parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé un sens à leur vie, c'est prétexte à une multitude de rebondissements que le film va complètement exploiter. Il va passer à côté de rien. Ils sont comment? C'est le scénario le plus efficace des trois d'ailleurs. On sait d'entrée où on doit aller. Autant La Chèvre, c'est une enquête où quelque part on avance peu à peu, mais c'est une enquête où il y a tellement tout à faire que tu te demandes s'ils vont y arriver. Là, l'objectif est clair. Retrouver un fils avec deux personnages qui sont comme d'habitude diamétralement opposés et qui dans un premier temps ne se rendent pas compte qu'ils cherchent le même fils. Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont la même photo sur eux, donc ils se sentent un peu cons. Mais ça marche autant quand ils ne savent pas qu'ils cherchent le même que quand ils se mettent à le chercher à deux. Pauvre Christine. Elle est déjà si abattue. Ça s'appelle Christine? C'est marrant, la mienne aussi. Les deux parties du film fonctionnent parfaitement, car la deuxième partie va pouvoir nous montrer deux modes d'éducation différentes. L'un étant plus dur, plus rude, il n'a pas peur de prendre des coups, et l'autre étant beaucoup plus naïf, plus triste et suicidaire, et il est très ému quand il voit que son fils a essayé aussi. Foutez-lui la paix, je vous dis, vous allez en faire un PD. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Lâchez-moi, merde! Sujet sensible, le suicide d'ailleurs. C'est pas évident de le traiter de façon humoristique. Pourtant, chaque sujet peut s'y prêter si c'est bien tourné, si c'est bien fait.
Et si c'est bien joué. Quand Annie Dupéret, que j'adore, que je salue au passage, pense à François Pignon, c'est que dans ce film-là qu'il arrive vraiment sous les traits de Pierre Richard. Avant, c'était François Perrin. Donc quand elle pense à ce François Pignon et que sa mère lui dit « Mais dis donc, c'est pas lui qui se suicidait tout le temps ?» et qu'elle se dit « Je me demande ce qu'il est devenu. » Et que tu enchaînes sur « Pardon pour tous ceux qui m'aiment, j'en peux plus. » Attends, c'est pas lui qui se suicidait tout le temps. Je me demande ce qu'il est devenu. J'en ai assez de cette vie qui m'a apporté si peu de choses. Excusez-moi, vous voyez, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est un sujet grave. Pourtant, jamais tu ne prends Pierre Richard en pitié. Tu sais très bien qu'il va pas le faire. Si ça fait 20 ans ou 25 ans qu'il essaye encore et qu'il est toujours là, cette scène où il décroche avec les pistolets dans la bouche et qui dit « Ah bah moi ça va pas trop mal. » Christine, c'est pas vrai, ça fait si longtemps. Eh ben moi ça va pas trop mal. Pas du tout, tu me déranges pas. Qu'est-ce que tu deviens? C'est cultissime, c'est tellement bien. Donc on a à la fois ce gag à répétition entre les deux méthodes, dures et suicidaires, et avec les réflexions géniales que se font les deux pères. Si c'est mon fils, il saura se défendre. Ouais, mais si c'est le mien, il va se faire casser la gueule. Ça marche très bien. Il y a ce gag de rivalité entre deux pères qui ne le sont pas et qui ont tous les deux besoin de l'être. Alors c'est moi le père. Pourquoi? Parce que moi c'est mardi que je l'ai vu. La veille. Si vous aviez un enfant à retrouver, vous prendriez un type comme moi pour faire l'enquête. Comment? Là pourquoi elle m'a choisi d'après vous? Et il y a le running gag aussi, le fil rouge, de ces deux personnes qui ont suivi le vrai père qui avait déjà fait son enquête, et les deux personnes, nos deux personnages, sont aussi suivis par des brigands, des malfrats, dont un est joué par Philippe Corsand, que je salue aussi de là où il est. Et donc il y a ce côté gag où chaque vitre va être cassée 2 fois au minimum. Le type qui t'a sonné tout à l'heure, qu'est-ce qu'il voulait? Chercher son fils? Chaque porte va être cassée 2 fois aussi. On cherche quelqu'un, vous pouvez peut-être nous renseigner. Merde. Vous feriez comment, vous? Comme ça. Parce qu'à chaque fois, les deux derniers posent les mêmes questions que les deux d'avant qui avaient déjà posé. Je le connais pas, votre fils. Je l'ai jamais vu, j'ai vu personne. Vous connaissez ce garçon, monsieur Raffard? Avez-vous déjà vu ce garçon? Qui êtes-vous? Mais il a combien de pères, ce gosse? Comment? Tu veux vraiment qu'on frappe? Non, je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes aussi le père de cet enfant, d'accord? Les personnages à qui on demande, genre le pauvre monsieur Rafa par exemple, bah il en peut plus de voir cette photo de ce gamin qui a soi-disant 3 pères différents. Il y a en fait un comique à plusieurs vitesses. C'est comme le gag de la voiture, qui pareil, un peu comme dans Corned Beef, se désagrège peu à peu. Ça marche. C'est de la bonne bagnole tout de même. On se rendra compte très tard dans le film que c'est soi-disant le fils qui ne l'est pas, qui a cassé la voiture. Ça nous amène à la superbe scène du coup de boule. Scène du coup de boule qui me fait penser à la relation en elle-même entre Depardieu et Pierre Richard dans ce film, une relation que je préfère à celle de La Chèvre, où dans La Chèvre, Pierre Richard est parachuté et mis dans les pattes de Depardieu, qui ne veut pas de lui, qui est forcé à collaborer avec lui. Le personnage de Pierre Richard pour Depardieu dans La Chèvre, il ne le respecte pas. Il le regarde juste comme une expérience bizarre, alors que dans Les Compères, ils partent d'égal à égal. Mon fils a fait une fugue. C'est normal de faire une enquête, non? Votre fils a fait une fugue? Oui. Le mien aussi a fait une fugue. Sans blague. Ils devaient être ensemble, ils sont passés ici à plusieurs. Quel âge il a, le vôtre? Pignon. Lucas. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Si on parlait un peu de nos enfants, monsieur Lucas. Volontiers. Ils ont le même but et ils décident de collaborer à la fois quand ils savent pas qu'ils cherchent le même fils et à la fois quand ils sont convaincus que l'un des deux n'est pas le père. Dans les deux cas, ils collaborent ensemble à égalité. Je suis content de vous avoir rencontré, c'est moins pénible à deux. Oui, c'est bien que nos fils soient copains. Ce sera plus facile pour les ramener. Et jamais Depardieu ne va prendre de haut Pierre Richard parce qu'il est suicidaire ou plus fragile. Au contraire, il va même essayer de le protéger, mais pas de le protéger de façon maternelle. Il va même lui apprendre à mettre des coups de boule, ce que Pierre Richard va maîtriser parfaitement. Vous foutez un coup de boule? C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Mais dis donc, Pépère. Donc moi, j'aime beaucoup cette présentation entre les deux, dans l'hôtel, après le coup de téléphone. Et je trouve que c'est le film où les deux personnages
Pignon, Campana, ou là je sais plus si c'est Campana, comment il s'appelle Depardieu dans celui-là, mais c'est là où les deux se respectent le plus, et c'est plaisant à voir quand tu passes par le 1, où ce duo était plus le fruit d'une expérience. Alors que là, on arrive, je pense, à une amitié. Maintenant, on rentre ou je vais me fâcher. En route, mon petit. Ce qui est plus touchant. Et encore une fois, dans Les Fugitifs, on va revenir à l'esprit du premier. À savoir qu'on va coller dans les pattes de Depardieu le personnage de Pierre Richard, à un moment où ça l'arrange pas, avec ce braquage dans la banque, avec ce hold-up, où Depardieu va devoir encore prendre en charge quelqu'un qui est complètement paumé. Mais dans Les Compères, Pierre Richard est quelqu'un de maladroit, mais pas de malchanceux. J'ai plus de boulot, ma femme m'a quitté, j'habite avec ma mère qui me fait une vie impossible. J'ai pas de projet, pas d'avenir, rien. Tout est bouché, foutu. C'est formidable, non? C'est pas pareil. Il n'y a pas ce côté médisant dans le regard de Depardieu qui se moque. Et je trouve ça plaisant. Et je trouve ça plaisant pourquoi ? Parce que le 1 nous avait déjà donné l'occasion de voir ce regard moqueur ou incrédule, donc ça ne servait à rien de le faire une deuxième fois. Par contre, si le deuxième propose une version différente et plus directe, moins touchante, mais plus respectueuse, le troisième pourra se permettre de revenir au départ, uniquement parce que le 2 a fait autrement. Donc le mode d'emploi de la trilogie, qui est surtout international en termes de nombre de licences qu'on a vues sous ce mode d'emploi-là, il fonctionne parfaitement pour cette trilogie française, qui pour moi reste la meilleure trilogie française avec les Fantomas, parce que justement, elle respecte ce code qui fonctionne parfaitement. En tout cas, vous allez me dire pour vous si c'est la même chose, mais réussir à faire rire avec la dépression, la scène de la station-service est tout aussi culte d'ailleurs. Quand il lui demande de pleurer et qu'il n'y arrive pas, mais qu'il en pleure de rire, et que l'autre essaie de cacher que c'est de rire et qu'il... Non, mais c'est incroyable, Les Compères. Il a qu'il est bouleversé. Allons, mon vieux, calmez-vous. Allons, calmez-vous. Et pourtant, je pourrais pas dire que c'est le meilleur des trois. Non, c'est le meilleur en comédie. Mais une comédie n'a pas que vocation à faire rire, il faut alterner entre les deux. C'est ce que je dis aussi dans la vidéo de 3 hommes et un coup fin, que vous n'êtes pas nombreux à avoir vu. Je vous inviterai, ça me dépannerait pas mal de donner un petit peu plus d'exposition à cette vidéo qui, croyez-moi, est très bien, même pour ceux qui connaissent pas le film. Mais Les Compères est définitivement le plus drôle des trois. Ça n'en fait pas le meilleur des trois. Ça en fait juste le film le plus drôle. Moi, je pense à ma fille, moi. Je veux pas qu'elle ait des ennuis avec les flics. On ne dira rien à la police. Vous avez ma parole. Les Compères va légèrement moins bien fonctionner que La Chèvre, 5 millions de spectateurs au lieu de 7. Ça reste quand même un carton. Le film aura droit lui aussi à son remake. Un remake, s'il vous plaît, d'Ivan Reitman, avec Robin Williams. Pourtant, je pense que c'est l'adaptation, parce que les 3 films ont été adaptés là-bas, la moins bonne, parce que le film est vraiment pas bon, j'ai pas été au bout. Et personne n'a été au bout, je crois, malheureusement. Mais il faut quand même noter que cette trilogie, chacun des 3 films, parce que c'est Weber et que parce que Weber était connu à l'international, a connu ces 3 remakes aux États-Unis. C'est pas rien, même si les remakes ne sont pas tous bons. Une dernière petite anecdote de tournage quand même. Dans la scène du coup de boule, dans cette espèce de patinoire, bar, il y a encore un membre des Soudoués qui est là, celui qui joue Graffiti, qui a une petite barbe de 3 jours là. Et bah du coup, il a encore un petit rôle de figurant ici. Il a pas une ligne de dialogue, hein. Et je me demande si c'est pas un des derniers rôles qu'il a eu, parce que cet acteur-là, on l'a plus jamais revu. On va s'arrêter là sur Les Compères. Encore une fois, désolé si j'ai pas de secret de tournage à vous donner. Il y en a pas. Il y en aura sur Les Fugitifs. La semaine prochaine, on fera Les Soudous en vacances. Pareil, il n'y a pas énormément d'infos que j'ai pu trouver parce que pareil, pas de making-of. Dans le livre de Claude Zidi, l'histoire du tournage prend 1 page. J'ai encore une semaine pour faire mes recherches. Mais je suis pas satisfait de vous proposer des vidéos ou des contenus pareils où j'ai pas beaucoup d'infos croustillantes à vous donner. J'en suis désolé. J'espère que cette histoire de trilogie, de mode d'emploi vous aura plu néanmoins. Que je vous aurais peut-être fait réaliser quelque chose qui s'adapte vraiment à quasiment tout ce qui existe. Encore une fois, pensez à vous abonner, à mettre le petit like, à mettre le commentaire qui va bien, à partager la vidéo. Il y a une cagnotte Tipeee, le super chat ou le membre soutien de la chaîne si vous voulez contribuer financièrement à son succès et sa réussite. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est l'essentiel. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.